Roger Meurthaud est un policier qui aime le calme et la tranquillité. Surprise, Bon papa! anniversaire, Joyeux anniversaire! Pour ses 50 ans, le même jour, le jour de son anniversaire, ses supérieurs lui offrent un cadeau bien empoisonné, Martin Riggs, son nouveau coéquipier. Vous voulez que je fasse le cinglé? Celui-ci est suicidaire, parfaitement incontrôlable et enragé. Aussi, lorsque la fille de Michael Hunsaker, un ami du Vietnam de Roger Meurthaud, se suicide, il décide de mener l'enquête, les circonstances étant très louches, avec Martin, et vont découvrir l'existence d'un trafic d'héroïne monté par une bande d'anciens soldats, des mercenaires, dont le chef est le général McAllister de la Shadow Company. je suis morte, vous savez ce que Ouais, c'est. sûr. La pipe, ça essouffle. Vous êtes tordant. Si Richard Donner est bien le réalisateur de L'Arme Fatale, son âme, dans l'écriture, la caractérisation de personnages, vient bien d'un seul homme, Shane Black. Quel nom avez-vous dit? Hunsaker. Oui, les parents. Ah, les parents. Michael et Claire. Claire. Toujours voué à écrire des polars noirs, sur L'Arme Fatale, on viendra à adoucir son travail. Sur L'Arme Fatale 2, on ira même jusqu'à garder la base, le reste sera carrément dégagé, dont la mort de Martin Riggs, bien que tournée. Où est ton pote? Reste que L'Arme Fatale est réussie avec des personnages hauts en couleur. Ils ont une famille, ils ont un passé, ils ont des failles, et du coup, le spectateur se retrouve complètement fasciné par l'empathie directe que l'on a avec eux. Ferme ta putain de gueule! T'écrases-moi! Ta gueule! Ta gueule! Ah non! À l'instar de Quentin Tarantino, et je dirais même que je préfère à Quentin Tarantino, Shane Black est un dialoguiste hors pair, peut-être un des meilleurs à Hollywood. Il a remis au goût du jour le buddy movie, c'est deux personnes qui se retrouvent sur une enquête en général, puisque ce sont dans des polars, avec L'Arme Fatale jusqu'à son The Nice Guy. Il en vaut pas la peine. Avance! On va te lire tes droits. Il a fait de Mel Gibson une star internationale en se focalisant sur les deux personnages principaux sans jamais se perdre en route. Une arme! Attention! Ce sera son leitmotiv, avec des films passionnants comme Predator, puisqu'il était non seulement acteur mais aussi script doctor, c'est-à-dire un scénariste en sous-main dont le nom n'est pas au générique mais qui réécrit certains dialogues et certains passages du film. C'est lui qui écrira certaines des phrases cultes d'ailleurs de ce film-là, on les reconnaît bien. Il va être bien sûr le scénariste du Fou, le dernier Samaritain, qui est un autre buddy movie avec Bruce Willis et Damon Wayans. Il devient le scénariste le mieux payé d'Hollywood pendant les années 80-90, mais les films déçoivent malheureusement au box-office. Non, j'ai passé l'âge de ces conneries. Il va enchaîner donc avec Last Action Hero de John McTiernan, une satire d'Hollywood avec Arnold Schwarzenegger, et surtout Au revoir à jamais, où il a touché la somme modique de 4 millions de dollars pour son scénario et son histoire, qui a été salué par les critiques, mais qui malheureusement sera boudé par le public. Truc de tueur. Je suppose qu'on devrait t'inscrire à l'arsenal comme l'arme fatale. Il va donc se retirer pendant 9 ans, ce qui sera très long pour les fans, et revenir avec un polar noir buddy movie absolument hilarant et passionnant avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer, Kiss Kiss Bang Bang. La vérité, c'est que Dieu me déteste. Eh ben, fais comme moi. Rends-lui la monnaie. Il va bien sûr passer par l'écurie Marvel avec son Iron Man 3, qui va tout déglinguer de l'intérieur, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Et il va nous lâcher une autre pépite en polar noir buddy movie, le très grand The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Ni flingue, ni jujitsu. Fais-le juste décent. 5 sur 5. Quoi? Je veux dire, j'ai compris. Deux projets suivront, The Predator et Doc Savage. Il va commencer par The Predator, produit par la Fox, qui va le charcuter complètement. Il sera carrément viré de la salle de montage. La Fox va faire des reshoots, ce qui fait que, vous voyez le gamin qui a tel âge, et puis tout d'un coup, il est plus grand, on ne sait pas pourquoi. Voilà, l'histoire n'a plus ni queue ni tête. Il y a certains passages qui nous font penser du Shane Black. On voit que ça aurait pu être un très bon film. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il reste des moments, il ne faut pas le voir en tant que Predator, mais si vous le voyez en tant que l'agence touriste contre un Predator, ça passe un peu mieux. Reste que le film est mauvais, et ça, c'est de la faute à la Fox. Vous êtes cinglés! Maintenant, si tu veux sauter, tu sautes, mais tu me feras tomber avec toi et ça fera de toi un meurtrier. Du coup, son Doc Savage sera annulé suite à cette déception au box-office, et c'est bien malheureux parce que j'aurais bien voulu voir ça.
Alors c'est Ridley Scott qui avait été envisagé au départ pour réaliser ce film. Même Léonard Nimoy fut envisagé. C'était un réalisateur à succès, mais il préféra réaliser 3 hommes et un bébé. Ne se sentant pas de réaliser un film d'action, il abandonne. Tu veux te tuer, oui ou non? J'ai fait du boulot propre, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne réponds pas à ma question! Richard Donner connaît, apprécie et respecte son public. Il aime le spectateur dit populaire. Son curriculum vitae en télévision et au cinéma le prouve. Oh, qu'est-ce que tu veux savoir, mec? Tu veux savoir s'il m'arrive d'avoir envie de manger une pastos? C'est ça? Ici, il va délaisser le magnifique scope de La Malédiction ou du premier Superman, qui est un pur chef-d'œuvre, ou même des Goonies, dégoûté de l'échec au box-office de son Lady Hawk, pour un format 1,85, plutôt télévisuel, mais très efficace. C'est oui, j'en garde mes munes spécialement pour l'occasion. Évidé à la base, regarde. Je connais pas mieux pour donner du boulot aux femmes de ménage et réussir sa permanente. Donner va exécuter son film avec un arc qui défile plutôt lentement au départ, mais entrecoupé de scènes d'action démentielles au rythme du Beretta de Martin Riggs. Ne pas te tuer dans la carotide, c'est bien aussi ça, la carotide. La mort d'un dealer dans le plastique protégeant sa piscine est bien la signature d'un réalisateur qui sait encore filmer des scènes étonnantes, comme aussi la scène de l'hélicoptère qui dessout de Tom Atkins sous le regard de Roger Morteau, l'hélicoptère arrivant de la falaise sans que jamais on ne l'entende arriver avant, ne serait-ce qu'au niveau sonore. La scène finale d'ailleurs, c'est vraiment un cinéma coup de poing, la scène finale qui est découpée en deux. Vous avez d'abord Meurthaud et le général d'un côté et Riggs et Monsieur Joshua de l'autre qui se poursuivent à travers la ville. Ça enchaîne explosion sous cocaïne et poursuite à pied contre une voiture sous la musique furieuse avec le meilleur morceau de la bande originale et peut-être le meilleur morceau pour moi d'action jamais écrit de Michael Kamen, son Hollywood Boulevard Chase ou We're Living dans le disque La La Land, pour finir dans le jardin de Meurthaud en mano à mano entre Riggs et Joshua, un combat de titans entouré de tous les flics du coin. Règlement de compte à Meurthaud Corral. Oh non. Non mais vous... Donc Shane Black et Jeffrey Bond ont réussi à créer des personnages qui surprennent, un flic suicidaire c'est pas tous les jours, et des méchants crédibles, même si parfois un petit peu caricaturaux, comme le fameux Monsieur Joshua, qui est un blond arien d'1,90 m, mais quand même qui reste très inquiétant. Vous êtes le général McAllister, commandant de la Shadow Company. Ah, bravo. Shane Black il sort juste de l'UCLA où il a été fraîchement diplômé et commence à écrire le scénario en 1985. J'amplifie. Au départ, le script est vraiment très proche d'une sorte d'inspecteur Harry, comme le film de l'époque avec Eastwood, une version plus sombre de l'histoire de L'Arme Fatale, et c'est Jeffrey Baum qui va être engagé par Richard Donner pour adoucir le ton et va donc rajouter des séquences un peu plus légères. Il a un flingue. Joel Silver va produire le film, ce grand nabab hollywoodien spécialisé dans le film d'action. Il n'y perdra pas un sou, bien au contraire, puisque le film va remporter 120 millions de dollars pour un budget de 25. Black débute donc de la meilleure des façons, il va devenir un scénariste hors norme à Hollywood et va nous gratifier de répliques drôles ou cinglantes tout au long du film, allant jusqu'à montrer que bien qu'efficaces, ces héros ont besoin eux aussi de souffler, de faire des pauses pour faire le point, ce qui était assez rare à l'époque. J'ai perdu le fil. Est-ce qu'on a résolu quoi que ce soit? Ouais, on a résolu plein de trucs. Le Vietnam revient donc dans ce film, dans l'histoire, avec des opérations secrètes et Riggs, bien sûr, contre son contraire, qui est joué par Monsieur Joshua. Donc vous avez poursuite, hélicoptère, torture, drogue, pornographie, militaire en Black Ops. Bref, c'est un régal pour les amateurs de polar d'action absolument dingue. Il vous faut exiger mon label de qualité. Si vous n'êtes pas totalement satisfait, écrivez-moi et je... Sale, une bonne réponse pour vous départager? Du coca?
Alors des centaines d'acteurs différents furent envisagés d'abord pour tous les rôles. Shane Black voulait William Hurt dans le rôle de Riggs. Bon là, je comprends que William Hurt soit un très bon acteur, mais je le voyais pas... Enfin, en tout cas, je ne le voyais pas nous donner ce que Mel Gibson nous a donné. Heureusement, donc, Mel Gibson fut choisi dans le rôle de Martin Riggs, suicidaire parce qu'ayant perdu sa femme, il est à demi fou, hanté parce qu'il a vécu aussi au Vietnam. Il va enchaîner les morceaux de bravoure, d'abord parce que il n'a rien à perdre. Porté par l'acteur et le charisme de celui-ci, un charisme de fou, Gibson déambule dans la ville en attente de la moindre piste qui pourrait le mener à la mort, prêt à tout, tout le temps. Bon, combien vous seriez prêt à mettre pour ce magnifique... Sa première apparition dans le film, c'est juste un régal, surtout pour les dames qui voient les fesses de Mel Gibson, est complètement hors norme par rapport aux flics que l'on a vu avant. On montre Riggs donc qui se réveille à poil avec la clope qui est déjà à la bouche. Il boit une canette de bière tout en pissant. C'est son deuxième film américain d'ailleurs, tout est à venir. Même si le mythe Mad Max est toujours présent, c'est grâce à ce film que sa carrière va vraiment exploser au niveau international. Le personnage de Martin Riggs vit dans une vieille caravane au bord de la plage avec son chien. Il se passe en boucle des dessins animés de la Warner, les Trois Stooges, qui sont un trio de personnages qui n'arrêtaient pas de se foutre des baffes, les doigts dans les yeux, voilà, des conneries comme ça, qui se foutent sur la gueule tout le temps, et qui va avec le temps devenir en fait ce que vont devenir les personnages de cette tétralogie de l'Arme Fatale, puisque une fois que Joe Pesci arrive, les Trois Stooges seront réunis à partir du 2. Alors il y a une scène qui sort du lot, c'est bien sûr la scène de la tentative de suicide de Martin Riggs, qui montre un Gibson habité par le rôle, vraiment hanté par la mort de sa femme. Il est devant sa télé, la photo de sa femme sur les genoux, il nettoie son arme, il met une balle évidée à la base pour que ça fasse plus de dégâts et qu'il rate pas son coup, il le met dans la chambre. Riggs prend toute sa dimension avec cette scène. Il est heureux que Jeffrey Bob d'ailleurs n'y ait pas touché. Dès ce moment, l'empathie pour le personnage va décupler. Il trouvera la rédemption par la violence d'abord d'une part, puisqu'il va régler ses comptes avec le Vietnam par cette enquête, et surtout en trouvant avec Roger un ami, une famille qui va se concrétiser dans les autres opus. Ne marche pas dans l'œuf. Où avais-je la tête? Un œuf par terre, c'est pourtant sa place. Donc à ses côtés, le pépère Roger Morteau, joué par Danny Glover, proche de la retraite, père de famille aimant et qui va lui se retrouver en danger permanent. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Donc il a un grand sens de la comédie, ce qui n'était pas vraiment prévu au début, quand on voit son rôle dans La Couleur pourpre, qui est le rôle qui lui a permis d'obtenir ce rôle avec la superbe prestation du mari abusif qu'il fait avec Whoopi Goldberg. Et encore une fois, il va démontrer son grand talent d'acteur. Et encore bon anniversaire. Il a bien sûr sa phrase préférée qui nous sort tout le temps et qui va rester iconique: « J'ai passé l'âge de ces conneries ». Général McAllister, ta dernière heure a sonné. Donc le duo de choc que Shane Black va écrire sera tellement charismatique que les gens en redemandent, bien sûr, ce qui est drôle vu que les deux flics partent souvent quand même tout seuls, ce qui est quand même un signe en général que quelque chose ne tourne pas rond dans leur tête. Quoi? L'autoroute! Il fonce vers l'autoroute! Toi, ça va? Ouais. Le film arrive à rester quand même assez sombre quand on le revoit. La comédie va vraiment démarrer avec le 2 et surtout le 3 et le 4. Ce n'est que quand les deux héros vont commencer à être ensemble que les punchlines vont défiler. Un six-coups, C'est l'arme préférée des grands-pères, ça. La scène du gars qui va se suicider, Meurthaud qui envoie Riggs, qui lui est suicidaire, est une idée absolument excellente. Il suffit de voir le regard de Meurthaud quand il comprend qu'il vient de faire une connerie. Fait d'ailleurs écho à celle de l'inspecteur Harry, rappelez-vous, quand Clint Eastwood monte sur la grue comme ça pour aller essayer de sauver ce suicidaire, il lui en fout plein la gueule pour le faire descendre. D'ailleurs, petite anecdote, si vous regardez le film, on voit bien que quand Riggs saute avec le suicidaire sur le matelas gonflant, on voit que les menottes se détachent. On saute, connard, on saute. Non mais attendez, je dois vous parler bien une minute, attendez.
Dans le rôle de la psychologue du commissariat, puisqu'elle veut absolument que Riggs soit sorti des rues parce qu'elle le trouve complètement malade, elle est jouée par Marie-Hélène Trainor, qui était la femme du réalisateur Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump, Les Retours vers le futur et j'en passe. Elle va décéder malheureusement en 2015 à l'âge de 62 ans. Elle a joué de petits rôles dans de nombreux films. Vous savez, capitaine, laissez-moi vous rappeler que sa femme, qui l'adorait, a récemment été tuée dans un accident de voiture. Alors Gary Busey, le célèbre homme de main, Monsieur Joshua, est un acteur qui jouera autant de salauds que de types sympathiques. On l'a vu dans Point Break, on l'a vu dans Peur Bleue, un gars très sympatoche. Son fils Jake Busey, qui a vraiment la même tronche, est aussi un acteur et qui joue lui aussi souvent les salauds. Tu veux te battre pour le titre? Mais très volontiers. Bon, l'acteur est devenu quand même très très limite. Il participe à de nombreuses téléréalités et déclare communiquer avec l'esprit de Patrick Swayze depuis sa mort, après qu'il ait été opéré du cerveau. Bon, je vous laisse le plaisir de délibérer là-dessus. D'accord, mais sur qui il tire? Sur des gosses, on a un homme à terre. C'est un vrai cauchemar. Il est embusqué et on peut pas l'approcher, monsieur. Alors, 2 versions du film existent, pour le 1, pour le 2 et pour le 3 d'ailleurs. Ce sont des Director's Cut qui sont sortis en DVD aux États-Unis il y a quelques années maintenant. Nous avons donc la version cinéma d'un côté, le Director's Cut de l'autre. Hey! Pour le 1, il n'y a franchement, je crois que 4 minutes vraiment de plus, mais ces 4 minutes tiennent bien le choc, puisqu'il y en a notamment une où vous avez une putain de scène de sniper dans une école, un mec qui tire à l'arrache dans l'école. Barre-toi, je te dis! Riggs ne veut pas au début s'en mêler, mais c'est en voyant un pauvre gamin blessé de 9 ans qu'il va y aller et va affronter le gars. Je suis toujours là, trou du cul! Il paraît que tu tires sur les gosses? Vous avez aussi un premier réveil de Riggs où il pète sa télé parce qu'il est énervé par le présentateur. Ta gueule! Vous avez Murtaugh qui s'entraîne au tir en montrant sa botte secrète, c'est-à-dire de faire ça avec sa main et puis après, une fois qu'elle est calme, de tirer. Riggs, on le voit revenir après avec sa télé et rentre dans sa caravane. Bien. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Et on voit une petite scène qui est assez rapide où Martin Riggs déambule dans les rues avec sa voiture sous la pluie, va chercher une prostituée la plus jeune possible afin qu'elle ne soit pas dans la rue et la payer pour un complet comme on dit, mais en fait il veut juste qu'elle regarde la télé avec lui. Beaucoup d'argent. Tu veux un truc spécial? Que tu viennes un moment chez moi et qu'on regarde la télé ensemble. Bon, la version française, il faut en parler. La version française, j'ai mis les extraits en version française parce qu'elle est juste parfaite. Elle a les voix idéales que l'on aime tant. Le regrettait d'abord Jacques France pour Riggs, pour Martin Riggs, qui double donc Mel Gibson, et Richard Darbois pour Murtaugh, Buzz l'éclair, Harrison Ford et j'en passe, et Pierre Athé, notre doc de Retour vers le futur, toujours lui, pour le général McAllister, et enfin Marc de Géorgie, qui faisait le shérif Teasle par exemple dans Rambo, qui lui va jouer Hans Secker, le copain de Murtaugh. Hey, qu'est-ce que vous... Pour les scènes dans les versions longues, les acteurs vont revenir. Malheureusement, comme il y a eu plein d'années entre la sortie du Director's Cut et la sortie du film au cinéma, vous le verrez dans les extraits, on voit que les acteurs ont vieilli au niveau de la voix. Cela s'entend un petit peu. Cet enfant de putain! Alors pour moi, objet de tous les fantasmes, j'ai dû tellement rayer mon vinyle que je l'ai racheté derrière, tellement que je l'ai écouté. La musique de Michael Kamen est absolument démentielle. En collaboration avec Eric Clapton à la guitare représentant Martin Riggs et David Sanborn au saxophone représentant Roger Murtaugh, la musique est juste géniale.
Le duo d'instruments fonctionne de façon exemplaire, hein, comme l'explique d'ailleurs mon pote Bruno Communal dans son fameux livre sur la musique de film, que je vous conseille encore une fois, parce que ben voilà, c'est quand on aime la musique de film, pour moi, il faut avoir ce bouquin. Lors des scènes d'action d'ailleurs, comme We're Living ou The Desert. Bon sang, c'est Rix. Ryan, monte dans la voiture. L'orchestre part de façon absolument furieuse. Il va travailler sur les 4 films. L'enregistrement de la musique du premier va être fait en 3 fois. Pourquoi? Parce que Eric Clapton et David Sanborn n'ont pas les dates qui sont communes avec Michael Kamen, donc ne pouvant être disponibles en même temps. On va enregistrer Clapton d'un côté, Sanborn de l'autre, et Michael Kamen va faire le reste. Alors, le film est dédié à un cascadeur, et pas des moindres, Dan Robinson, spécialiste des sauts de très haut. C'est lui qui fait vraiment tous les sauts dans Arme Fatale, et vous n'en avez pas 2. Hein. Il va décéder en s'entraînant en moto sur le film $1 Million Mystery. Enlevez-moi cette merde de ma blouse. Il était très populaire en France dans l'émission de Jacques Martin, Incroyable mais vrai, où on avait vraiment souvent des séquences de vol et de saut de sa part. Et sur le film Police fédérale Los Angeles de William Friedkin, c'est lui qui va doubler toutes les scènes où William Petersen saute des ponts. Je te souhaite un joyeux Noël, Victoria Lee. Je t'aime. Donc la grosse nouvelle, hein, bien sûr, ça a été samedi 13 novembre 2021 à Londres. Mel Gibson annonce qu'il va réaliser L'Arme Fatale 5, hein, donc le 5e opus, lors d'une conférence. Bon, rien n'a été confirmé pour l'instant, hein, même Danny Glover n'a rien dit, mais l'annonce a déchaîné les réseaux sociaux. Richard Donner étant décédé, lui a demandé que ce soit lui qui prenne sa place, d'après Mel Gibson. Hein. Donc il repartirait sur la mise en scène. Donc avec les anciens films de Mel Gibson, on peut s'attendre quand même à quelque chose d'assez violent, sombre, voire peut-être, si Dieu le veut, utiliser le scénario qu'avait écrit Shane Black il y a pas mal d'années déjà, pour finir la saga. Bon ben... je sais, c'est pas un chef-d'œuvre, je sais, ça, c'est pas Manhunter, c'est pas un Michael Mann, mais je pense que toutes ces personnes réunies, le scénar, les acteurs, Richard Donner, ont fait que L'Arme Fatale, au gré des années, a non seulement atteint un niveau culte, mais absolu pour les grands fans, mais aussi devenu une œuvre à part entière. C'est vraiment, le premier est vraiment fabuleux, le deuxième aussi, hein, même si beaucoup de scènes de Shane Black ont sauté, le deuxième est quand même pas mal, mais ce premier, bordel, voilà, il tient quelque chose, on a quelque chose. Moi, c'est un film que j'adore voir, que j'adore revoir, version longue, version courte, je m'en fous. C'est vraiment un film que j'adore. Je vous, ben voilà, donc je lui mets bien sûr vous connaissez mes notes, hein, c'est 7 sur 6 pour ce genre de film, obligatoirement, pas parce que ce sont des chefs-d'œuvre en tant que, on va dire, grand cinéma à la Citizen Kane, mais parce que voilà, au niveau du cœur, au niveau de l'empathie, ben on est dingue, on voit ça et on adore et on en redemande. Donc 7 sur 6, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette saga? Est-ce que vous l'aimez ou pas, hein? Moi je l'adore. Pensez à vous abonner mes loulous, et je vous dis à très bientôt avec du lourd, du très très lourd. Je suis pas cinglé. Je sais.